Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est annexe, mais qui est complètement lié à la notion d'habitation et de logement. On va parler de garantie sur l'accession à la location. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérôme Drunat. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on vous présente parce que vous êtes un homme de l'ombre en général, même si on vous entend un petit peu sur les médias. Directeur général d'APAGL, Groupe Action Logement. Et je vais donner derrière juste la parole pour pouvoir vous présenter un peu APAGL. Oui, je vais peut-être d'abord présenter un peu le Groupe Action Logement. Et puis après, après je le présenterai parce que le Groupe Action Logement, en fait, c'est un groupe qui est pas suffisamment connu, mais qui est un groupe en fait très important dans le monde de l'immobilier. C'est un groupe paritaire. En fait, ça fait plus de 70 ans en fin de compte que ce groupe existe. Il est financé par une partie, ce qu'on appelle la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction, qui est de 0,45% de la masse salariale des entreprises du secteur privé. L'ancien 1% logement. L'ancien 1% logement, mais non, c'est plus 1%, c'est 0,45, même si une autre partie en fait va aussi au financement du logement. Et en fait, ce groupe a pour mission principale de construire des logements sociaux. C'est aujourd'hui la première foncière d'Europe, 1,2 million de logements. Donc c'est très important. Mais également, il a aussi pour mission d'aider des salariés ou des jeunes en formation pour accéder au logement, qu'il soit du logement en accession à la propriété ou que ce soit du logement locatif. Et ses ressources, c'est à peu près 3,3 milliards d'euros par an. Donc c'est un groupe en fait qui est important dans le monde de l'immobilier. Puis également, dernière mission en fait, c'est de financer des politiques publiques, et en particulier en fait le groupe Action Logement finance aujourd'hui la rénovation urbaine via ce qu'on appelle l'ANRU, et également finance en fait des actions dans ce qu'on appelle la ACV, dans les actions cœur de ville en fait, qui permet de redynamiser des villes moyennes. Donc en fait voilà, un groupe assez important qui agit à la fois en construction, sur la construction, à la fois sur la rénovation, mais également sur l'accès au logement. Et dans ce groupe, en fait, c'est 5 structures en fait qui constituent le groupe, et une de ces structures, qui est l'APAGL, l'association pour l'accès aux garanties locatives, est spécialisée dans un domaine bien particulier, qui est ce qu'on appelle la sécurisation locative. C'est en fait comment en fait on va accompagner les salariés ou les jeunes d'information ou divers publics dans l'accès au parc locatif privé. Et ça, c'est un élément important pour les partenaires sociaux. En fait, même si le groupe, par nature, construit des logements sociaux, en fait, il faut bien comprendre que le monde de l'immobilier, c'est à la fois le parc social et le parc privé. Et le parc privé est un parc en fait très important pour la dynamique économique et la dynamique des parcours résidentiels et professionnels des gens. J'ai l'habitude de donner 2 chiffres. Dans le parc social, vous avez à peu près 410 000 entrants par an. Dans le parc privé, vous avez environ 1,8 million d'entrants par an. Donc, si vous voulez accompagner la dynamique économique, et si vous voulez accompagner en fait le parcours résidentiel des salariés, il faut intervenir sur ces 2 parcs. Et c'est l'enjeu en fait de l'APAGL, de pouvoir intervenir via la sécurisation sur le parc locatif privé. Alors, vous disiez tout à l'heure un petit peu le organisme paritaire. On donne quelques explications un peu. Alors, qui est partie prenante dans ce... donc, c'est un organisme paritaire, en fait. Donc, on a à la fois les organisations patronales représentatives et à la fois les organisations salariales représentatives. Il est paritaire au niveau national. Alors, en fait, la constitution du groupe, en fait, c'est donc, comme je l'évoquais, c'est 5 structures. Vous avez une structure faîtière qui s'appelle Action Logement Groupe. Son conseil d'administration est constitué en fait de ses représentants patronaux et syndicaux. Vous avez une autre structure en fait qui collecte les fonds et qui distribue les aides, qui est Action Logement Service. Pareil, son conseil d'administration est constitué des partenaires sociaux. Une structure qui détient en fait nos participations dans ce qu'on appelle les ESH, les entreprises sociales de l'habitat, qui s'appelle ALI, Action Logement Immobilier. Et puis vous avez 2 autres structures. Une qui s'appelle Foncière Logement, qui fait en fait, qui récupère, qui fait de la mixité sociale dans le renouvellement urbain, dans les zones de renouvellement urbain. Et puis l'APAGL. Et toutes ces structures en fait sont gérées de la même manière, c'est-à-dire ils ont un conseil d'administration paritaire. Et aussi une force importante du groupe, c'est qu'on est présent localement.
Et en fait, on décline en fait cette gouvernance au niveau local via en fait ce qu'on appelle des CRAL, des comités régionaux d'action logement, ou des CTAL, des comités territoriaux d'action logement. Et en fait, qui sont localement en fait, on a des représentations paritaires locales. Une subdivision de l'organisation nationale qui se situe dans les. Absolument. Mais en fait, localement, on a une représentation en fait des partenaires sociaux pour défendre les intérêts du groupe. Bien, écoutez, merci pour cette présentation. Alors, pour beaucoup de personnes, Action Logement, ça reste une solution d'appoint. C'est pas une solution essentielle dans les parcours d'acquisition ou de prise de location. Néanmoins, si jamais on est sur cela, est-ce qu'il faut être absolument un salarié du secteur privé? Est-ce que néanmoins vous intervenez sur d'autres statuts de personnes physiques qui peuvent intervenir? On va un petit peu délayer tout ça parce que je crois que ça s'est étendu. Vos missions ont été de plus en plus embarquées sur une population plus large, pas simplement que les entreprises adhérentes et cotisantes, mais également sur l'ensemble du parc ou une grosse partie du parc, quoi. Oui. Alors, si on parle du oui, AJPL. En fait, la PAGL, en fait, sa spécificité. Oui, la PAGL, sa spécificité, effectivement, c'est l'accompagnement dans l'accès au parc locatif privé. Et la PAGL, en fait, porte un dispositif spécifique qui s'appelle Visal. Connu. Alors, hyper connu, qui mériterait d'être peut-être encore un peu plus connu, mais qui est très connu, effectivement. Qui mériterait d'être mieux maîtrisé, mais connu, je pense. En fait, l'enjeu dans cette question-là, en fait, des partenaires sociaux, le constat, en fait, ils avaient fait un constat il y a maintenant 20 ans et qui est malheureusement encore d'actualité. En fait, il y avait 3 éléments qui faisaient que, effectivement, il fallait qu'on trouve des solutions pour un certain nombre de publics, et on reviendrait sur le type de public. La première raison, c'est qu'en fait, il y avait une étude du Crédoc qui avait montré que 500 000 emplois n'avaient été pas pourvus pour des raisons de manque de logement. Donc ça, c'était une raison économique. Je pense que si on l'actualise, on peut encore gonfler les chiffres. Je pense que ça reste... Sans faire de polémique politique, mais ça reste d'actualité. Deuxième raison, c'est que aujourd'hui, 81% des embauches se font en contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Donc en fait, le marché du travail est un marché, entre guillemets, précaire. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans le marché du travail ont des contrats à durée déterminée de moins d'un mois, 81%. Même si le stock global, il y a 80%, majoritairement en CDI, mais ceux qui rentrent sont en contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Et puis, le 3 élément, c'était que un investisseur dans le parc locatif privé, lui, ce qui l'intéresse, c'est de garantir ses revenus et d'avoir un taux de rentabilité. Et donc, il sélectionne des gens pour pouvoir en fait répondre à ce besoin. Et on voit bien que il y a une distorsion entre les gens qui rentrent sur le marché du travail, qui ont des caractéristiques assez particulières et qui ne correspondent pas aux caractéristiques habituelles, et les bailleurs investisseurs qui, eux, cherchent en fait des locataires qui vont avoir généralement un CDI et ce qu'on appelle un taux d'effort, c'est-à-dire un rapport loyer sur ressources inférieur à 33%. Et donc l'idée, c'était comment on pouvait rapprocher ces deux mondes. Et est né en fait il y a 10 ans, puisqu'on fait les 10 ans de Visal. Alors même si c'est un peu avant, il y avait d'autres dispositifs, mais on va parler de Visal. Est né en fait l'idée de créer une caution, donc et que Action Logement en fait se porte garant pour un certain nombre de publics qui ne rentrent pas dans les critères habituels des bailleurs. Donc des publics qui vont être soit en CDD, soit avec des taux d'effort supérieurs à 33%. Et aujourd'hui, en fait, l'éligibilité en fait des personnes en fait pour Visal est assez large, puisque pour les moins de 30 ans, on va prendre tout le monde. Oui. D'accord. Donc, quel que soit le contrat de travail, qu'il soit avec emploi ou pas emploi, qu'il soit en CDD ou en CDI. Étudiants aussi. Étudiants également. On va prendre tout le monde avec en fait des conditions spécifiques qui vont être en fait. Il faut pas que le taux d'effort soit supérieur à 50%. D'accord. Il faut pas que mes ressources, en fait, mon loyer plus charge soit supérieur à 50% de mes ressources. Et puis avec des plafonds d'exclusion, c'est-à-dire en fait on va pas prendre des loyers en fait supérieurs à certains plafonds on détaillera tout à l'heure peut-être, mais on a fait au mois de janvier on a modifié en fait ces plafonds d'exclusion, on a modifié le zonage, mais voilà, donc pour les moins de 30 ans c'est ça en fait, on prend tout le monde avec taux d'effort inférieur maximum de 50% et plafond d'exclusion de loyer.
Pour les plus de 30 ans, c'est différent. En fait, on va cibler certaines populations. En fait, les partenaires sociaux ont choisi d'accompagner certaines populations. Première population qu'on souhaite accompagner, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont en double mobilité, c'est-à-dire qui changent d'emploi et qui changent de travail en même temps. D'accord. Donc en fait, je me suis déplacé pour avoir un nouvel emploi. Donc j'ai changé mon logement, j'ai changé mon emploi. Et à ce moment-là, en fait, on va les accompagner. Pareil. On est dans un système de mobilité, d'accompagnement de la mobilité. Absolument, accompagnement de la mobilité. Et pareil, on va avoir les mêmes conditions sur le taux d'effort, maximum de 50% et les mêmes plafonds d'exclusion de loyer. Ça, c'est pour les plus de 30 ans, c'est la première population. Deuxième population, c'est des gens, en fait, des salariés, en fait, qu'on considère à faibles ressources, ou des ressources précaires. Donc, c'est des gens qui gagnent aujourd'hui 1 710 € net par mois. D'accord. Ceux qui gagnent moins de 1 710 € net par mois, ils peuvent accéder à Visal, quelle que soit la raison pour laquelle ils déménagent. Ils n'ont pas besoin d'avoir changé d'emploi. S'ils souhaitent déménager parce qu'ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, à ce moment-là, et s'ils gagnent moins de 1 710 € net par mois, à ce moment-là, ils deviennent éligibles à Visal. Alors c'est pas une colle, mais on va rebondir sur votre hypothèse d'un mariage ou d'une union, hein, parce que on n'est pas obligé d'être en mariage aujourd'hui. Dans ces cas-là, on prend le foyer ou on prend la personne demandeuse? Il suffit qu'une personne du ménage soit éligible à Visal pour que tout le ménage soit éligible à Visal. D'accord, ça c'est important parce que je pense que les gens font cette confusion qui n'est pas la règle dans beaucoup d'autres situations. Absolument. Là, on est bien, en fait, il suffit qu'une personne du ménage gagne moins de 1 710 € par mois pour que tout le ménage soit éligible. Et troisième population, en fait, qu'on accompagne également pour les plus de 30 ans, c'est également tous ceux, en fait, qui ont signé un bail mobilité qui avait été mis récemment en place par l'État, qui est un bail, en fait, de courte durée. Et donc, eux, par la loi, sont éligibles également à Visal. Donc, on voit qu'on a quand même un spectre assez large, en fait, des bénéficiaires de Visal, hein. Et l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner des situations, en fait, qui sont généralement, en fait, des situations, en fait, qui ne sont pas choisies par les bailleurs, les investisseurs, les bailleurs investisseurs. Hein. Généralement, les étudiants sont pas obligatoirement, enfin, les étudiants sont pris, mais il faut une caution ou 2 cautions pour pouvoir être pris. Les travailleurs précaires sont généralement refusés. Et donc voilà. Donc l'enjeu, c'est en fait ce qu'on appelle nous, alors, même si le terme n'est pas obligatoirement très beau, mais ce qu'on appelle de la discrimination positive, c'est qu'on va chercher en fait à accompagner des profils qui seraient normalement et naturellement refusés ou ayant une capacité plus difficile d'accès. Absolument. Et on voit que ça marche, puisque en fait, dans toutes les évaluations qu'on peut faire, en fait, la dernière évaluation, on vient de la terminer, en fait, 70% des bailleurs, en fait, grâce à Visal, changent leurs critères de sélection. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a Visal, ils vont revisiter leurs critères de sélection sur le contrat de travail, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à prendre des gens qui sont en CDD, pas uniquement des gens qui sont en CDI. Et ils vont aussi revisiter leurs critères sur le taux d'effort, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à prendre des gens qui ont des taux d'effort supérieurs à 33%. Parce que, en fait, ils ont confiance dans la caution portée par Action Logement. Alors, c'est un système de caution comme papa-maman. Enfin, ouais, on se porte caution de manière. On va en parler justement après, parce que ça fait partie des sujets qui ont été largement évoqués dans la presse depuis du début 2026, avec les modifications des conditions d'accès et de garantie. Mais alors, on a bien compris les différentes populations. C'est effectivement une super passerelle. On va revenir sur le sujet du bailleur lui-même avec lequel, sur un bailleur social comme sur un bailleur privé, c'est quoi? C'est une convention que vous passez entre Action Logement, enfin Visal et le bailleur pour tout ce qui est non-discrimination peut-être, et puis deuxièmement les engagements sur les loyers. Alors le processus en fait c'est pas un conventionnement, c'est vraiment un contrat. En fait c'est un contrat. Alors comment ça se passe en fait Visal? C'est assez simple. Je suis futur locataire, je suis à la recherche d'un logement, je vais sur visal.fr, je crée mon compte et je donne un certain nombre d'informations, un certain nombre de documents. Et on va, en fait, Action Logement va déterminer si la personne est éligible ou pas. Si elle est éligible, à ce moment-là, en fait, on va fournir à cette personne ce qu'on appelle un visa, un document qui prouve qu'effectivement, il est éligible et que il pourra, en fait, le bailleur pourra avoir un contrat de cautionnement Visal. Il met ça dans son dossier de location. Il visite les logements qu'il veut avec les bailleurs qu'il veut. Et si il trouve un bailleur qui accepte Visal, d'accord. À ce moment-là, le bailleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur le site visal.fr, il va créer son compte,
Et en fait, en quelques clics, il va obtenir un contrat de cautionnement qui va le garantir contre les loyers impayés. Donc il n'y a pas de convention, c'est un contrat dossier par dossier. Quoi. Dossier par dossier, c'est un contrat de cautionnement et qui va en fait lui permettre en fait de effectivement déjà grâce à ce visa, il sait que la personne est éligible et donc en quelques clics, il va pouvoir en fait avoir ce contrat et à ce moment-là être garanti contre les loyers impayés. Alors, on a évoqué tout à l'heure les différentes populations. Je ne veux pas faire du saut de bouton en arrière en permanence, mais forcément, quand on me parle de bail mobilité, j'ai des catégories de situations de population qui sont vraiment, en plus, très criantes sur le marché en ce moment. Je parle des saisonniers, éventuellement des saisonniers étrangers. Je parle aussi des personnes qui sont de la fonction de sécurité, de la police, de l'armée. Tous ces sujets-là, on valide que c'est potentiellement éligible ou est-ce qu'il y a des règles complémentaires par rapport à tout ça? Alors, les fonctionnaires, en fait, si vous êtes moins de 30 ans et que vous êtes fonctionnaire, vous êtes éligible. En fait, on prend vraiment tout le monde. Sur le bail mobilité, c'est un peu particulier parce que le bail mobilité, il est régi par la loi. Et le bail mobilité, en fait, il est à destination d'un certain nombre de publics, en fait. Oui. On peut pas, en fait, voilà. Et ces publics sont généralement des jeunes en formation, des gens, des salariés en mobilité professionnelle. Donc c'est des gens qui sont assez, enfin voilà, les bénéficiaires sont très ciblés dans le bail mobilité. Hein, c'est pas. Donc le bail mobilité, on répond aux exigences de la loi et donc si effectivement vous répondez aux critères en fait du bail mobilité, vous pouvez obtenir visa, absolument. Ok. Alors, on a évoqué pour les populations, les entreprises. On a un tout petit peu parlé, je vous en ai un petit peu tout à l'heure parlé. Toutes ne sont pas assujetties légalement et obligatoirement à ces cotisations. Néanmoins, est-ce que les salariés de ces entreprises sont potentiellement peuvent avoir recours? Vous avez dit qu'il y avait un effort et cette passerelle par rapport à justement à l'ensemble du marché des travailleurs. Est-ce que il y a, ça serait bien aussi qu'on rappelle ça parce que il y a le dispositif Visal qui est un petit peu la vitrine de comment ça s'appelle d'APAGL, mais en l'occurrence, il y a d'autres dispositifs concernant les entreprises, notamment sur l'accompagnement des salariés. Oui. Alors, en fait, les entreprises qui cotisent, en fait, eux ont droit à des droits de réservation dans le logement social. D'accord. Ceux qui cotisent, en fait, ils vont avoir un accès spécifique au logement social. C'est proportionnel? Non, c'est pas du tout. C'est à partir du moment où je suis adhérent cotisant. Donc, ils vont avoir un accès au logement social pour leurs salariés. Après, toutes les autres aides d'Action Logement ne sont pas conditionnées à la cotisation d'une entreprise. Par exemple, si je prends Visal, en fait, c'est ce qu'on appelle un droit ouvert. Et donc, en fait, tous les salariés de toutes les entreprises, s'ils sont éligibles, peuvent accéder. Et d'ailleurs, on le voit. Il y a plus de salariés d'entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient de Visal aujourd'hui que de salariés de plus de 50 salariés d'entreprises de plus de 50 salariés, pardon. Donc voilà, c'est ça en fait la spécificité de Visal, c'est que c'est un droit ouvert. Également, c'est aussi la spécificité d'autres aides d'Action Logement parce que Action Logement fait des prêts à l'accession, a fait également en fait avance le dépôt de garantie pour pouvoir accéder à un logement. Et également en fait ces aides en fait sont en droit ouvert. D'accord. Sur la partie de l'impact justement sur les bailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un changement de mentalité vis-à-vis des bailleurs, notamment institutionnels. Vous évoquiez le fait qu'à partir du moment où Visal a donné son accord sur un préaccord, en tout cas au niveau de la demande, vous évoquiez les changements potentiels de comportement ou de critères d'attribution. Ça se caractérise, ça se mesure de façon importante ou on est encore dans une vague simplement d'évolution? Ah non, en fait, comme j'évoquais, en fait, donc le dispositif a 10 ans. On a fait 2 évaluations, ce qu'on appelle à 360, c'est-à-dire qu'on a évalué en fait le dispositif sur l'ensemble de ses facettes. Et en fait, on a une constance, c'est 70% des bailleurs ont changé leurs critères de sélection. Donc c'est pas une simple vague. C'est vraiment en fait un système incitatif qui permet aux bailleurs de considérer en fait des candidats locataires différents. Alors bien évidemment.
Visal n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas parce que vous avez Visal que vous allez rentrer dans le logement, parce qu'il y a aussi une question en fait de relation entre bailleurs et locataires. Donc il y a également il y a la tension sur le marché locatif. Alors, il y a la tension sur le marché locatif, bien sûr, mais il y a aussi cette relation personnelle entre le locataire et le bailleur. Et cette relation personnelle, on sait aussi qu'elle joue beaucoup dans le choix en fait que le bailleur va faire de son locataire. Simplement, grâce à Visal, les gens qui habituellement n'auraient pas pu, par exemple, accéder à une visite, avec Visal, en fait, 30% des gens ont accédé à une visite alors qu'ils n'auraient pas accédé à une visite sans Visal. Donc, grâce à Visal, en fait, votre dossier pour le locataire va être considéré différemment par le bailleur. Et ce qui va faire aussi que le bailleur va avoir une image différente des gens qu'il va en fait porter par Visal. Ils vont l'analyser en termes de garantie et de solvabilité et non plus forcément sur un simple feeling. Voilà, en fait, le feeling va jouer, mais de l'autre côté, en fait, la confiance qu'ils ont dans le dispositif, la confiance qu'ils ont dans Action Logement, et c'est ça qui ressort en fait dans le dispositif. Qu'est-ce qui est intéressant pour le bailleur, en fait, c'est cette confiance, en fait, cette capacité financière. Le groupe Action Logement, c'est 100 milliards un total bilan de 100 milliards. Donc ils ont une sécurité financière qui en fait leur permet de sélectionner les candidats locataires de manière différente. Alors, on avait dit qu'on en parlerait début 2026, des annonces importantes sur les modifications des conditions et des critères. Ça se situe au niveau de la demande, ça se situe au niveau de la garantie. Comment ça se passe? En fait, on a fait... il y a deux niveaux de modification. Il y a des modifications qui visent en fait à changer les critères d'éligibilité. Donc, on va augmenter l'assiette d'éligibilité en fait des bénéficiaires, et puis il y a des modifications qui visent à maîtriser le dispositif et à le pérenniser. Si on prend les premières modifications, donc sur l'achat d'éligibilité, effectivement, on a fait un certain nombre de modifications. Première modification importante, c'est que avant le mois de janvier, le 6 janvier 2026, on avait deux zones sur nos plafonds en fait d'exclusion. En fait, des loyers supérieurs à un certain montant, en fait, on peut pas prendre Visal. En fait, on avait 2 zones avant et on est passé à 3 zones. C'est-à-dire qu'on avait Île-de-France hors Île-de-France, et maintenant on est passé à 3 zones. On a Île-de-France, on a toutes les agglomérations ensuite de plus de 100 000 habitants, les Drômes et la Corse, et après on a le reste de la France. Donc déjà, ce changement de zonage vise en fait à être au plus près des marchés locatifs. Des besoins du territoire. Voilà, des marchés locatifs, parce qu'on sait que le marché locatif... Il est plus tendu dans les grandes agglos en général. C'est pas un marché national, le marché locatif, c'est un marché très local, et donc il y a un enjeu aussi d'être au plus près. Et donc, pour ces zones-là, en fait, on avait des plafonds avant 1500 € en Île-de-France, 1300 € hors Île-de-France, 800 € pour les étudiants et 600 € pour les étudiants hors Île-de-France. Et donc, on a changé également ces plafonds, parce qu'on n'avait pas modifié les plafonds depuis 2016, en fait, depuis la création du dispositif. Oui, alors le marché, lui, a complètement bougé. Donc, on sait que depuis, le marché a bougé. Donc, on a réactualisé nos plafonds de manière à être au plus proche, en fait, de la réalité des loyers, des loyers. Donc, ça, c'est une modification importante, puisqu'on devient, en fait, on est vraiment au plus proche des marchés locatifs locaux. Deuxième modification importante, c'était pour la population que j'évoquais tout à l'heure, des salariés de plus de 30 ans qui gagnent un certain montant de salaire net par mois. Avant le 6 janvier, ce montant était de 2500 € net par mois. Or, l'enjeu des partenaires sociaux à l'époque, quand on l'a mis en place en 2021, c'était de toucher les 20% de ces salariés les plus pauvres. Or, aujourd'hui, à 1500, vous n'êtes plus à 20% des salariés les plus pauvres, vous êtes à 10%. Donc, pour revenir à notre objectif des 20%, ça avait relevé on a relevé ce montant de revenus, et donc on est à 1710 € aujourd'hui. En fait, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous gagnez moins de 1710 € net par mois, en fait, vous êtes éligible à Visal. Donc ça, c'est un autre élément qui permet d'augmenter les critères, d'augmenter l'assiette d'éligibilité des populations. Donc ça, c'était un élément. C'est deux évolutions importantes pour nous. Également, on a fait des évolutions sur la question des saisonniers, parce qu'en fait, c'est une question très importante pour les partenaires sociaux d'Action Logement. Les saisonniers, on sait qu'il y a un gros problème de logement des saisonniers. Et quand je parle des saisonniers, c'est pas que des saisonniers agricoles. On n'est pas que dans l'agriculture, on est aussi dans la restauration. Dans la restauration, on est aussi dans les zones de restauration. On est également aussi tout ce qui est en fait grande surface. Et les grandes surfaces utilisent beaucoup de saisonniers l'été pour pouvoir en fait suppléer aux absences de leurs soit suppléer, soit
absorber les touristes qui viennent acheter des produits chez eux. Et on avait effectivement adapté Visal aux saisonniers et on a constaté que ces adaptations en fait étaient trop contraignantes et donc on a remodifié cette question-là. Et en particulier, en fait, il y avait deux contraintes qui étaient importantes avant le 6 janvier. C'était que, en fait, il fallait que le salarié ait changé de bassin d'emploi pour pouvoir, en fait, bénéficier de Visal. Donc ça, c'est plus le cas. En fait, je peux être dans le même bassin d'emploi et, en fait, me déplacer pour aller chercher un travail saisonnier, avoir un besoin de logement et à ce moment-là, je peux accéder à Visal. Et puis, deuxième élément, c'est que, en fait, les plafonds de loyer qu'on avait fait appliquer sur les saisonniers étaient équivalents à ceux des étudiants. Donc, les étudiants, ils ont des plafonds de loyer un peu plus faibles et on voit que ces plafonds de loyer, en fait, n'étaient pas adaptés, en fait, à la réalité du terrain parce qu'effectivement, comme vous l'évoquiez, les saisonniers sont souvent dans des zones tendues en termes locatifs et donc les loyers sont très élevés. Donc on a en fait réactualisé les plafonds. Et les plafonds, c'est les mêmes plafonds que pour le droit commun, que pour les autres publics. Donc ça, c'était c'est pour les populations elles-mêmes éligibles. Alors et dernier autre point, alors ça c'est plutôt une innovation. C'est que en fait, on a souhaité en fait ouvrir Visal à ce qu'on appelle les contrats les baux intergénérationnels, d'accord. Et en fait, ces baux intergénérationnels en fait ont été créés par la loi Elan. Et c'est quoi en fait? Ce sont des baux qui permettent à des gens de plus de 60 ans de sous-louer une partie de leur logement à des jeunes de moins de 30 ans. D'accord. Contre un niveau de loyer assez faible, mais également contre des menus services, donc ça peut aller faire les courses, échanger. Et ce dispositif aujourd'hui est utilisé fortement par les étudiants. Et en fait, nous on a souhaité chercher à booster ce dispositif pour l'utiliser pour en fait les saisonniers, les travailleurs saisonniers, pour également les jeunes en formation et également pour les salariés en mobilité. Et donc on a adapté le dispositif Visal. Donc c'est une expérimentation qu'on va faire pendant 2 ans. Et on va passer par des réseaux spécialisés, en fait, et on vient justement de signer une convention avec le réseau Cohabilis, qui est un réseau, en fait, très spécialisé, en fait, dans cette question-là, et qui vise justement, à utiliser ce dispositif qui est très intéressant parce que souvent les logements sont bien placés. Parce que, puis il y a la surface souvent disponible. Et puis surtout, ils sont bien placés en centre-ville pour les saisonniers, parce que c'est souvent en fait des personnes âgées qui ont des logements depuis longtemps et qui sont bien placés. Et autre avantage, c'est que les loyers sont beaucoup moins chers que le marché. Et dernier avantage, on crée en fait aussi la relation intergénérationnelle, ce qui est un élément aussi important. Donc donc on a lancé cette expérimentation, ça vient de commencer. Et on va voir, enfin au bout de 2 ans, on fera une évaluation et on verra si on va la généraliser. Donc tout ce panachage en fait vise à augmenter en fait les bénéficiaires potentiels de Visal. À côté de ça, on a en fait cherché à des mesures qui visent à pérenniser le système, à maîtriser en fait non pas son coût financier, mais la perte potentielle. Non, c'est pas la perte. C'est pas la perte potentielle. C'est en fait Action Logement Service, vous savez, la grosse structure qui collecte et qui distribue des aides, est un établissement financier et à ce titre-là, il est soumis à un certain nombre de réglementations prudentielles. Et ces réglementations prudentielles, en fait, nécessitent une mobilisation de fonds propres pour Visal qui est très importante. Pour en fait maîtriser cette mobilisation de fonds propres, donc ce n'est pas la sinistralité, c'est des fonds propres, ce qui n'est pas pareil. Il fallait en fait qu'on ajuste un peu le dispositif. Donc l'ajustement qu'on a fait, c'est que la garantie, en fait, aujourd'hui, à partir du 6 janvier, en fait, elle va durer sur les 3 premières années du bail, alors qu'avant, elle durait sur la durée d'occupation du bail. Donc, en fait, on va être sur 36 mois sur les 3 premières années du bail, avec un possible renouvellement si le locataire est encore éligible au dispositif à l'issue de ces 3 premières années. Donc, c'est ça, en fait, la modification sur la garantie pour les bailleurs, c'est en fait une garantie qui court sur les 3 premières années. Alors, on pourrait croire que c'est moins intéressant, mais en fait, toutes les études qu'on a pu monter, toutes les statistiques qu'on a, montrent que 95% des baux qu'on a signés, en fait, s'arrêtent avant 3 ans. Mm-hmm.
92% des sinistres. Du fait, excusez-moi Jérôme, mais du fait de la population qui en bénéficie en général. Voilà, c'est les cas. En fait, on a 92% des bénéficiaires de visa sont des jeunes, donc il y a voilà, ils ont leur parcours résidentiel et professionnel qui fait qu'ils restent pas non plus 10 ans dans le même logement. En fait, ils commencent souvent en fait par un logement privé, et après en fait, en fonction de leur évolution salariale ou familiale, ils vont évoluer, et donc c'est souvent des petites surfaces, c'est souvent du meublé, donc donc les durées d'occupation sont plus courtes, donc en 95% en fait des contrats s'arrêtent, Visal s'arrêtent avant 3 ans, et puis surtout 92% en fait des sinistres naissent dans les 3 premières années, et surtout la première année en fait, et donc au bout de la 3e année, sauf accident de la vie, mais la situation se stabilise et le risque est beaucoup moins important. Donc en fait l'idée c'était aussi d'adapter Visal à ceux qui l'utilisent aujourd'hui, et ceux qui l'utilisent aujourd'hui c'est des jeunes qui généralement louent des logements meublés ou des logements avec petite surface et qui ont un taux de rotation qui tourne en fait de manière plus rapide que des familles établies qui prennent des surfaces plus importantes. Ok. On n'a pas évoqué là-dedans. Est-ce que, c'est peut-être une question bête, mais ça permet d'éclairer les personnes, sur la notion de colocation qui viennent sur ces populations de plus en plus prendre de place aussi, parce que le nombre de logements est pas évident, et puis le prix des loyers était également au rendez-vous. Est-ce que Visal intervient ou pas du tout, ou est-ce qu'il y a des règles très précises sur la notion de colocation dans lesquelles vous pourriez intervenir? Alors, on intervient avec effectivement des règles assez précises. En fait, vous savez que dans la colocation, vous avez différentes modalités de gérer votre colocation. Soit vous avez des baux uniques, c'est-à-dire en fait vous avez un bail qui gère toute la colocation, et en fait chaque locataire vient dans ce bail unique. Soit vous avez des baux individuels. Visal va intervenir en fait sur un bail unique, va intervenir s'il n'y a pas de clause de solidarité. D'accord. Parce que, bien évidemment, en fait, si j'ai une personne si j'ai une colocation avec 10 colocataires et j'ai qu'une seule personne qui est éligible à Visal, et tous les autres, en fait, sont pas éligibles, cette clause de solidarité fait qu'on va payer, entre guillemets, pour les autres locataires. Donc, en fait, on a une possibilité d'avoir Visal dans un bail unique s'il n'y a pas de clause de solidarité. Pour les baux individuels, en fait, là, tout va. C'est chacun à chacun, et donc si je suis éligible, à ce moment-là, je peux accéder à Visal. D'accord, ok. Donc ça, c'est effectivement un sujet plus qu'important. Sur la notion de la validation du bail en lui-même qui vous est présenté, vous intervenez aussi sur le regard qui est porté. Je pense à la notion de salubrité, des notions. Oui, bien évidemment, le contrat de cautionnement exclut tout logement en fait insalubre. On vérifie également en fait le DPE maintenant, puisqu'en fait on demande le numéro de DPE, et en fait on a la capacité de vérifier que ce numéro existe bien et que la lettre indiquée par le bailleur est bien la bonne lettre. Et dans le contrat de cautionnement, effectivement, il y a un certain nombre de clauses qui fait que, bien évidemment, on va pas louer à des marchands de sommeil, on va pas louer à des logements insalubres. Et si effectivement on constate que au cours du contrat ces conditions n'ont pas été respectées, on va annuler le contrat, on va faire le nécessaire pour en fait soit récupérer les sommes, soit faire le nécessaire pour agir contre le bailleur. D'accord. Dernière question sur ces capacités d'éligibilité, etc. La personne qui prend, alors j'entends, vous avez évoqué largement le fait que les gens ne restent pas très très longtemps finalement avec la garantie. Donc, mais est-ce qu'on est sur un statut qui est validant à la demande au niveau de dossier, ou est-ce que l'évolution professionnelle peut remettre en cause éventuellement la garantie Visal? Non, c'est vraiment à l'entrée du logement. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, à la prise du logement. Donc, quand je rentre dans le logement, je suis éligible. Après, je peux éventuellement ne plus être éligible pendant la durée du contrat de cautionnement, excusez-moi. Mais en fait, ça ne joue absolument pas, puisque l'enjeu, c'est pas de rejouer l'éligibilité à chaque fois que la situation professionnelle sinon ça serait compliqué pour le bailleur. Exactement. Ok, mais je préférais qu'on l'aborde dans tous les cas. Alors,
On a beaucoup évoqué, et c'est normal, ces dispositifs d'aide à l'accession au logement. Action Logement, c'est aussi, et j'imagine que vous y contribuez largement, vous m'en avez donné quelques éléments, à des études, à des rapports sur effectivement le parc locatif, la garantie, la précarité, le profil des preneurs, etc., des locataires. Vous avez ces dispositions, vous êtes, du coup, comme vous êtes paritaire, vous êtes aussi à la disposition des membres qui composent la paritarité, mais est-ce que le gouvernement, par exemple, ou les ministres sont aussi preneurs de ces informations? Parce que j'imagine qu'avec le parc que vous représentez et l'action que vous menez, vous êtes un acteur de référence par rapport à cela. Alors, effectivement, en fait, le fonctionnement d'Action Logement, c'est de signer des conventions quinquennales avec l'État. Et l'État est présent dans le conseil d'administration. Donc, on a des commissaires du gouvernement. Et donc, bien évidemment, il y a une discussion constante entre l'État et les partenaires sociaux. Et l'État est intéressé, bien évidemment, par cette vision des partenaires sociaux, parce que aussi les partenaires sociaux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent aussi bien le terrain. Enfin, voilà, ils représentent les entreprises, ils représentent les salariés. Donc, ils représentent les besoins des entreprises, les besoins des salariés, ils représentent les difficultés des entreprises, les difficultés des salariés. Et c'est ce dialogue-là, en fait, avec l'État qui permet de faire bouger les lignes. Voilà, qui permet de s'adapter, de proposer des aides nouvelles. Voilà, Visal, en fait, est aussi lié à cette discussion, à cette remontée du terrain des partenaires sociaux qui permet, en fait, d'anticiper. Alors, souvent, en plus, les partenaires sociaux ont souvent, en fait, ce qu'on appelle des signaux faibles, en fait, et qui permettent, en fait, d'anticiper un certain nombre de problématiques bien en amont pour pouvoir, en fait, penser des dispositifs intéressants. Donc oui, effectivement, cette discussion avec l'État s'opère via des conventions, s'opère également régulièrement quand on fait nos reportings d'activité, bien évidemment, parce qu'on va suivre après l'exécution de la convention quinquennale qu'on a signée avec l'État, ça c'est nécessaire. Et après, nous, pour le dispositif Visal, pour notre spécificité, bien évidemment, nous on suit de manière très précise, en fait, on suit en fait l'état du marché. Donc on suit, voilà, aujourd'hui le marché locatif, on sait pertinemment qu'il est bloqué, et il est bloqué parce que la chaîne du logement est bloquée, parce qu'en fait l'accession n'arrive pas à redémarrer, et comme l'accession n'arrive pas à redémarrer, ceux qui sont dans le logement locatif n'arrivent pas à sortir dans ce logement locatif, et comme ils sortent pas de ce logement locatif, ce qu'on appelle l'autorotation, il n'y a pas de rotation, mais comme il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamique, et donc il n'y a pas de parcours. Donc voilà, c'est des choses qu'on suit, mais on constate, nous, en tout cas, pour Visal, qu'on est un peu asynchrone par rapport à ça. C'est-à-dire que malgré en fait une diminution du taux de rotation, la croissance de Visal continue à être là. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait plus 3,7% de contrats, on est à 350 000 contrats par an, on devrait en faire 355 000 cette année. Donc voilà, malgré ça, on continue à croître, mais parce que notre taux de pénétration n'est pas non plus atteint, on n'a pas atteint aussi non plus notre taux de pénétration. La maturité sur le marché. C'est une question excusez-moi de vous interrompre, mais c'est une question de connaissance, c'est une question d'identification, c'est une question de crainte éventuellement des bailleurs privés qui voudraient pas voir arriver potentiellement, il peut y avoir cette image un petit peu préconçue d'un locataire plus précaire ou plus compliqué. Absolument. En fait, c'est une question d'un peu tout ça. Que ça soit les professionnels de l'immobilier ou que ce soit les bailleurs privés, ils ont des comportements assez irrationnels ou ils sont rationnels. Non, assez conservateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué de leur faire changer en fait la manière de travailler. Et donc, ça prend du temps. Et on voit que ça marche parce que aujourd'hui ils m'ont dit de 70%. En fait, voilà. Et donc le temps que en fait ces comportements changent de manière massive, en fait ça prend un certain temps. Or on voit bien que cette année on va atteindre le 2 millionième contrat Visal. Donc on voit bien que en fait ça fonctionne de plus en plus. Après, il y a aussi une connaissance. En fait, il y a peut-être à améliorer la connaissance du dispositif. Alors, peut-être côté bailleur moins que côté locataire, parce que comme c'est un public jeune, en fait, l'information a circulé très rapidement sur en fait le dispositif Visal. Et je rappelle aussi que le dispositif Visal est un dispositif gratuit, tant pour le locataire que pour le bailleur. Donc, c'est aussi un avantage important pour eux. Donc, il y a une histoire aussi de connaissance, mais voilà, il y a aussi une histoire de comment on amène les gens
les acteurs en fait du marché à changer de comportement et à changer la manière de faire. Et ça prend du temps. Mais aujourd'hui, en fait, on voit bien que ça marche et que on arrive en fait à avoir, faire 350 000 contrats dans une année. C'est quelque chose de très important dans ce milieu en fait de la sécurisation locative. Alors, on parlait de pénétration sur le marché. On a vu apparaître, et forcément vous les avez identifiés, voire même peut-être que vous discutez régulièrement avec eux, des nouveaux acteurs, ouais. Notamment poussés par tout ce qui est la PropTech maintenant là-dessus, qui vont sur des marchés avec des moyens de fonctionnement qui sont assez proches du vôtre, soit en termes de cible de population visée, soit tout simplement avec des souplesses d'adhésion ou quoi que ce soit. Comment se passe justement cette articulation sur le marché? Ça soulage un petit peu, ça prend une autre part de clientèle dans le segment de la population, ou vous êtes en confrontation directe sur le segment? Non, en fait, l'enjeu de Visal, c'est d'être complémentaire aux propositions du marché. Donc, en fait, on cherche pas à concurrencer ce qu'on appelle la GLI, la garantie loyer impayé. Donc, l'enjeu pour nous, c'est plutôt d'être complémentaire. Et justement, c'est notre approche de discrimination positive que j'évoquais, c'est d'aller chercher des populations qui rentreraient pas dans les critères en fait de ces acteurs-là. Et on sait par exemple en garantie loyer impayé, les deux grandes conditions, c'est d'avoir un CDI et d'avoir un taux d'effort inférieur à 33%. Donc on n'est pas concurrent, on est vraiment complémentaire, et c'est bien l'enjeu du dispositif, c'est d'être complémentaire et donc d'aller en fait proposer une solution pour les gens qui rentrent pas dans les critères de ces acteurs. Eh ben merci. Alors, je reviens un petit peu sur l'esprit et sur la population cible de l'émission Fans du Crédit. On est vis-à-vis d'acteurs qui sont soit des partenaires bancaires, soit des intermédiaires bancaires sur le marché, voire des professionnels de l'immobilier. Donc ça a toute sa place aujourd'hui qu'on puisse échanger là-dessus. Moi, j'ai toujours prôner auprès des intermédiaires bancaires ou des banquiers d'aller se renseigner, de rencontrer, de connaître les interlocuteurs territoriaux d'Action Logement du groupe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Est-ce que vous les voyez souvent? Est-ce que ce sont des gens qui aujourd'hui sont prêts à entendre les propositions? Parce que un courtier en crédit n'a pas forcément d'intérêt sur la partie du locataire en général. Par contre, il accompagne souvent un bailleur investisseur. Donc, le fait de bien connaître et de maîtriser ces sujets-là, c'est effectivement important dans la qualité du conseil et de l'accompagnement. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez aussi pour pouvoir faire connaître davantage les dispositifs? Alors, nous, on n'a pas, et c'est dommage, de convention particulière avec des fédérations de ce type, des fédérations, des représentants en fait de ce type de partenaires. Par contre, oui, je pense que c'est essentiel en fait, parce que en fait, on voit bien que les aides d'Action Logement en fait peuvent apporter des montages financiers très intéressant. Je vais prendre un exemple. On a une aide qui s'appelle Louer pour l'emploi. Et cette aide de Louer pour l'emploi, en fait, elle vise à répondre à deux problématiques majeures du bailleur: rénover son logement et sécuriser ses revenus locatifs. Rénover son logement en lui proposant des prêts à taux bonifiés pour pouvoir le rénover. Donc ça va de 10 à 15 000 euros en fonction de ce que vous faites comme travaux. Sécuriser ses revenus locatifs en lui proposant Visal, et là pas sur 3 ans mais sur la durée d'occupation du bail, c'est ce qui va changer prochainement sur LPE, et aussi les accompagner dans la prise en charge, accompagner le locataire dans la prise en charge des honoraires de mise en location. Donc on voit que ce dispositif en fait peut être un dispositif complémentaire à des offres de crédit ou des offres de prêt que vous pouvez en fait promouvoir et faire connaître auprès de vos clients, et qui est un produit en fait très intéressant. Et en contrepartie de ça, en fait, de ce que propose Action Logement, en fait, Action Logement va proposer des salariés locataires aux bailleurs. Donc en fait, on voit bien que en fait, il y a un intérêt en fait pour les intermédiaires bancaires, pour les intermédiaires financiers, en fait, de connaître ces dispositifs parce qu'ils vont être complémentaires à des offres qu'ils peuvent proposer, et souvent ce complément, ça peut être en fait une variable d'acceptation parce que c'est souvent ce complément qui manque pour pouvoir en fait finaliser un projet d'investissement intéressant.
Oui, et puis après, il y a aussi un peu de lobbying bancaire. Et là, pour le coup, on peut le faire ensemble pour que justement, à partir du moment où il y a l'éligibilité auprès des locataires potentiels preneurs de l'investisseur, eh ben, à ce moment-là, on en tienne compte aussi dans la solvabilité de l'opération et de l'investissement. Absolument. Eh bien, voilà déjà la fin de l'émission entre nous, Jérôme, mais à moins que vous ayez quelques éléments à rajouter, justement pour promouvoir et essayer d'inciter les intermédiaires à venir vous voir les uns les autres sur le terrain. Je pense que c'est important que sur le terrain, les gens se connaissent parce que ils ont affaire en face d'eux, généralement, à des représentants qui sont également des professionnels, parfois même des professionnels de l'intermédiation d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais en tout cas, merci pour l'invitation et surtout, en fait, je les encourage aussi à aller sur le site Action Logement Service, parce que le site Action Logement Service en fait présente l'ensemble des aides du groupe Action Logement. Et donc ils verront la palette de ces aides et comment en fait ils peuvent utiliser ces aides en fait dans le conseil qu'ils donnent à leurs clients. Eh ben, je pense que le conseil est plus qu'intéressant et donc j'invite nos auditeurs à le suivre et à venir sur ce site et à venir rencontrer les gens. Merci beaucoup, Jérôme. C'est un grand plaisir et puis un grand honneur de vous avoir reçu. Merci à vous. En ce qui nous concerne, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.